Les assises nationales de l'éducation se sont ouvertes ce matin à Ouagadougou. L'opposition politique ne participe pas à ces forats nationales qui visent à redonner une nouvelle image à l'école burkinabé. Pendant 3 jours donc, les forces vives de la nation vont réfléchir aux moyens devant permettre d'atteindre cet objectif. Et puis, après le drame d'Inata, un nouveau bilan est disponible. On parle désormais de 53 morts, dont 49 gendarmes. Le Conseil des ministres a également été dominé par cette situation dramatique. Des acteurs du commandement de l'armée ont été relevés de leurs fonctions. À l'issue de ce conseil, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Tous les détails à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Éducation pour ouvrir ce journal. Les assises nationales de l'éducation se sont ouvertes ce matin à Ouagadougou sous le regard du président du Faso. 72 heures durant, les forces vives de la nation vont réfléchir sur le processus devant conduire à une nouvelle école burkinabé. Plusieurs réformes sont attendues. Au nombre de ces réformes, l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Des décisions fortes pour une école plus résiliente face à la crise sécuritaire sont également attendues. Le seul bémol de ces forats nationales, c'est l'absence de l'opposition qui a suspendu sa participation à ces assises. Une décision jugée inopportune par le professeur Stanislas Ouarou que nous écoutons. La question de la dynamisation donc, de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, qui est essentielle pour le développement, l'auto-emploi et le développement de notre pays. La question donc de la résilience du système éducatif face aux multiples crises et aux violences en milieu scolaire. La crise sécuritaire, la fronde sociale, la question du financement de l'éducation aussi reste une thématique essentielle. La promotion des langues nationales pour le développement de notre pays, la paix et la cohésion sociale, mais aussi pour la protection de nos valeurs culturelles. Vous savez que le diagnostic que nous avons fait sur les langues montre que nous avons 59 langues nationales et 17 parmi elles sont en voie d'extinction parce que parlées par très peu de locuteurs et donc il y a urgence de leur donner une identité afin qu'elles puissent rester et être utiles au développement de notre société. Il y a aussi donc la question du financement même du système éducatif qui est une préoccupation essentielle. Et donc l'ensemble de ces différentes thématiques vont être donc abordées. Elles ont déjà fait l'objet de discussions au niveau des régions où nous avions 3060 participants. Et tout le monde a participé, toutes les composantes de la nation, qu'elles soient politiques, sociales, coutumières, religieuses, etc. Pour nous, les assises nationales n'ont pas de coloration politique. C'est pour rendre notre système éducatif résilient face à un certain nombre de crises qui minent le système. Vous savez que les terroristes, en fait, ils travaillent à empêcher le développement du système éducatif parce qu'ils savent que le système éducatif développé développe un pays, mais permet aux acteurs de ne pas s'enrôler ou de ne pas se radicaliser. Et donc, participer à la réflexion de ces assises-là, c'est aussi contribuer à la lutte contre le terrorisme. Et pour nous, quand des gens décident de ne pas participer, à vous de faire tirer les conclusions. Avant ces assises nationales ouvertes ce matin même à Ouagadougou, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a dirigé le Conseil des ministres. Le drame d'Inata était au cœur des échanges hier. On apprend que dans la foulée, que le bilan de cette attaque s'est alourdi. On parle maintenant de 53 morts, dont 49 gendarmes et 4 civils. Des décisions fortes ont été prises, notamment le relèvement de leurs fonctions de certains chefs militaires et la réouverture des frontières terrestres fermées depuis plus d'1 an du fait de la Covid-19. Le point de cette rencontre des membres du gouvernement avec Kwame Hervé Dapa. 1 minute de silence observé à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste du détachement de gendarmerie de Inata, dont le bilan a été revu à la hausse. On parle maintenant de 53 morts, dont 49 gendarmes. Le Conseil des ministres de ce 17 novembre devrait être particulier. Les décisions qui sont tombées l'ont démontré. La première décision est relative au relèvement du commandant du groupement des forces du secteur nord de ses fonctions et également au relèvement du commandant de la première région de gendarmerie de notre pays. Ces décisions sont prises
ce matin en Conseil des ministres. Et le président du FASO a instruit donc qu'il soit continué, qu'il soit instruit une enquête administrative pour davantage situer les responsabilités. Ça, c'est ce qui était plus ou moins plausible. La décision la moins attendue de ce Conseil des ministres a concerné la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires restées fermées depuis plus d'1 an et demi pour cause de Covid-19. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a examiné un décret portant donc réouverture des frontières terrestres et ferroviaires donc, du Burkina Faso à compter donc de ce 1er décembre 2021, naturellement sous conditions sanitaires. Les conditions sanitaires sont connues, c'est le pass vaccinal. Il s'agit de faire en sorte que soit vous avez votre pass vaccinal, ou bien vous avez votre test soit rapide, soit PCR. Dans tous les cas, les conditions sanitaires sont presque identiques dans la plupart des pays. Donc, à partir du 1er décembre, les frontières terrestres et ferroviaires donc, sont ouvertes au Burkina Faso et permettront ainsi donc à nos populations et à toutes les personnes dont la mobilité avait été donc séquestrée par la décision de fermeture de frontières, afin de faire en sorte que donc il y ait une relance économique et sociale. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été également question de réconciliation nationale, avec la prise d'un décret créant le comité d'organisation du Forum national de réconciliation et un autre nommant les membres du comité de suivi du Forum de réconciliation. À l'issue de ce Conseil des ministres, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Le drame d'Inata est qualifié d'inacceptable par Rochma Christian Kaboré, qui annonce par ailleurs des sanctions sans exception à l'encontre de toute personne qui sera citée dans les conclusions de l'enquête administrative sur le drame d'Inata, qui sera bientôt diligentée. On écoute le président du FASO. C'est avec beaucoup d'affliction que je prends la parole aux sorties du Conseil au sujet du drame d'Inata. Drame dont l'onde de choc a été importante au niveau des différentes couches sociales de notre pays. Cette situation a amené des réactions diverses que je comprends fort bien. Car il faut le dire, il ne peut pas être normal en ce moment que l'armée, qui doit être la structure la mieux organisée, que dans cette armée nous ayons des dysfonctionnements à un niveau aussi important que les dysfonctionnements concernant la question de l'alimentation, des dysfonctionnements concernant les questions logistiques et autres. Cela est inacceptable et c'est pourquoi je comprends fort bien les différentes réactions de colère qui sont exprimées ça et là. Je voudrais d'ores et déjà dire que les instructions ont été données pour qu'une enquête administrative soit faite sur l'ensemble de cette question. Nous ne devons plus entendre parler des questions d'alimentation dans notre armée. Nous ne devons plus entendre parler des questions de primes dans cette armée. Nous devons mettre nos hommes dans toutes les conditions qui les permettent d'affronter le terrorisme avec l'ensemble du courage qu'il faut et de la détermination. Je voudrais par ailleurs et surtout présenter les condoléances et celles du gouvernement à toutes les familles qui ont été touchées par ce drame. Et souhaiter également un prompt rétablissement aux blessés. Autant je comprends la réaction de colère qui sont exprimées ça et là, autant je voudrais appeler l'ensemble des Burkinabés à ce que, à la mémoire de l'ensemble de ces personnes qui sont tombées au combat pour le Burkina Faso, nous observions une certaine compassion, une certaine dignité pour accompagner les familles éplorées dans leur dure épreuve. C'est une nécessité
c'est un devoir des autres, parce que ceux qui sont partis dans le combat qu'ils mènent pour défendre le territoire du Burkina Faso. Et nous devrons leur donner cet honneur de rester sereins, de pouvoir les accompagner, de pouvoir soutenir leurs familles, afin que nous puissions prendre l'ensemble des mesures qui requièrent la situation. Je voudrais également préciser qu'un Conseil supérieur de la défense nationale sera convoqué incessamment pour faire le point de l'ensemble des dysfonctionnements et prendre les dispositions qui s'imposent. D'ores et déjà, nous avons pris un certain nombre de mesures et je dis et je répète qu'au terme de l'enquête, l'ensemble des personnes qui seront concernées dans cette question relative à INATA feront l'objet des sanctions disciplinaires sans exception. Je le précise très bien, sans exception. Depuis le drame d'INATA, l'émotion est grande au sein des populations qui ont exprimé leur colère à travers des marches dans plusieurs villes du Burkina Faso. On se pose alors des questions sur la capacité de l'État à faire face à la situation. Quelle peut être donc l'attitude à adopter pour préserver l'essentiel? Kwame Hervé Dapa nous fait son analyse dans ce reportage. Solhan et maintenant INATA sans passer sous silence tous les autres. Des vies évaporées pour que d'autres vies puissent subsister et les questions fusent. Que s'est-il exactement passé au camp de détachement de gendarmerie de INATA? Combien de temps ont duré les combats? Devrait-il avoir du renfort? Pourquoi n'est-il pas venu? Dans quel état physique et psychologique les soldats se sont-ils battus? Comment l'attaque a-t-elle été préparée? Pourquoi le renseignement n'a-t-il pas donné l'alerte? Autant de questions, autant de silence. Aucune réponse officielle, sinon les hypothèses distillées sur les réseaux sociaux. Et puis après les questions, les suspicions, la gangrène silencieuse qui ronge tous les strates de la société burkinabé, au sein des communautés, dans les villages, les milieux d'affaires, les cercles de décision. On se regarde en chien de faïence. On marche en ayant les yeux dans la nuque, pensant se faire poignarder dans le dos par celui qu'on appelait hier frère. Des suspicions parfois fondées, souvent non, qu'à cela ne tienne. Après les suspicions, les accusations, au rythme d'un concours nauséabond de qui est le plus patriotique et de qui doit démissionner. On se fusille des regards, la méfiance s'installe, même jusqu'au sein de la grande muette. Des informations censées être classées top secrètes sont divulguées. Bravo! À ce rythme-là, bientôt l'ennemi n'aura même plus besoin de tirer le moindre coup de feu. Nous allons nous bouffer entre nous comme des chiens enragés, sans aucune intelligence, et procéder méthodiquement à l'autodémantèlement, à la désintégration et au désagrégement depuis l'intérieur de ce qui nous rendait un, le Burkina. Quoi donc alors? Appeler à l'union dans ces circonstances-là? Mais vous blaguez. Mais que c'est gonflé. C'est bien trop facile quand on n'a pas expérimenté la perte d'un être cher, l'absence définitive d'un ami, d'un frère, le vide laissé par un père et un fils dans des conditions douteuses, avec le sentiment qu'ils aient été abandonnés par ceux pour qui ils se battent à INATA, à Arbinda, lâchés par ceux qui devraient les protéger à Solhan, à Yirgou. Alors, la colère éclate. Oui, il faut la crier, son indignation, elle est légitime. Manifester sa frustration face à la corruption banalisée, à l'impunité érigée en mode de gouvernance et à la tolérance à toutes les pires formes de cupidité vorace. Dire son ressentiment d'être considéré comme un sous-homme à cause de sa classe sociale et son appartenance ethnique. Mais se souvenir aussi et surtout, et cela est de notoriété publique et historique, qu'aucun royaume, aucune nation divisée n'a jamais gagné un combat et une guerre n'a jamais prospéré. La réflexion en vaut peut-être le détour. Après l'émotion, revenir à la raison. Demander pardon à ceux qui se sont sentis méprisés. Donner leur dignité à ceux à qui on leur a arraché. Apprendre à se refaire confiance. Ramener autant que possible les égarés de la République dans la bergerie. Recoller les morceaux les uns après les autres. C'est le Burkina tous ensemble ou rien en rang dispersé. Il faut choisir maintenant.
La nouvelle du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara pour continuer les interrogatoires des témoins se poursuivent encore aujourd'hui avec à la barre le président du Haut Conseil du dialogue social Jean-Marc Palme. Mais avant lui hier, c'était la confrontation entre Boukari Kaboré dit le Lion et le général Gilbert Diendéré. Le ministre à l'information sous la Révolution s'est également prêté aux questions des avocats. Basile Guissou affirme avoir été nullement surpris par les événements du 15 octobre 1987. Le point de l'audience avec Benjamin Kwame. Le colonel Boukari Kaboré, alors à Koudougou, était sur le pied de guerre après les événements du 15 octobre avec ses hommes de la BIA et un communiqué émanant des hommes de Blaise Compaoré demandant de faire allégeance a été pondu. La brigade d'intervention aéroportée qui voulait en découdre avec certains éléments de la Sénèque. Dans ce communiqué était mentionné que la BIA est prête à travailler avec le peuple pour la construction de son avenir. Un document modifié par les complices de Blaise Compaoré dit le Lion, en mettant plutôt la BIA est prête à travailler avec le peuple, avec à sa tête le Front populaire. Ce qui n'enchantera pas Boukari Kaboré, car son groupe n'acceptera jamais avec quelqu'un qui a assassiné un camarade président. Je combattrai jusqu'à ma dernière cartouche, a laissé entendre le Lion à des journalistes lors d'une interview à l'époque. Boukari dira alors que 12 jours après l'assassinat de Thomas Sankara, un commando fut envoyé à Koudougou dans l'optique de le tuer. Des obus ont été lancés même dans le camp de la BIA. Un civil fut tué et plus tard, le commando est venu tuer gratuitement et inutilement 11 de ses soldats, dont 6 officiers. Dans la confrontation, Gilbert Diendéré et Boukari Kaboré, il était question d'attester ou infirmer que lors de la réunion tenue le 14 octobre 87, une note d'information annonçant que Blaise Compaoré préparait quelque chose contre Thomas Sankara. C'est le capitaine Henri Zongo qui est venu me rapporter ça. C'est lui qui était à la réunion, indique le Lion. Et Diendéré de répondre, l'information donnée par le Lion n'est pas exacte. Je n'ai rien reçu comme papier qui notifie qu'il y avait un événement à 20h. Et Maître Kéré, son avocat, d'ajouter « Je suis ravi d'entendre le Lion ainsi. Monsieur le Président, vous l'avez entendu, le 15 octobre, il n'était même pas à Ouagadougou. Il ne faut pas sortir du cadre, précise-t-il. La défense de Jean-Pierre conclut alors que tout ce que Boukari rapporte lui aurait été raconté. Le colonel à la retraite Pierre Ouedraogo rejoint la barre à son tour. Il était le secrétaire général du Comité national de défense de la Révolution après la mort du président Thomas Sankara. J'ai été désarmé puis mis en détention du 17 octobre 87 au 17 mai 88 sans que je ne sois notifié pour les motifs. Il fallait soit suivre les putschistes ou être enfermé, explique l'officier. Le ministre de l'Information, sous Thomas Sankara, va dans le même ordre d'idée. J'ai nullement été surpris par les événements du 15 octobre. On a été chassé du pouvoir par ceux qui voulaient vite manger. J'ai été pourchassé, coiffé avec des tessons de bouteilles, mis en détention pendant 4 mois, explique Basile Guissou. On me torturait jusqu'à ce que mon slip se déchire et tout ça se faisait à la brigade de prévention routière qui était commandée par Jean-Pierre Palme, l'un des accusés. Confrontation suscitée, Jean-Pierre Palme dit n'avoir jamais ordonné ni assisté à un acte de torture, mais reconnaît les avoir arrêtés. Le professeur Guissou disait avoir les yeux fermés lors de sa torture pour ne pas voir ses bourreaux. La défense lui demande alors comment a-t-il su que c'était Jean-Pierre Palme s'il avait les yeux fermés. L'homme politique dit que le gendarme était devant lui cette fois. Basile Guissou laisse entendre que Thomas Sankara a regardé la mort venir en face, mais est resté défendre sa conviction. Expliquant la sociologie de la politique, Basile Guissou fait sortir cette assertion. Le monopole légal et légitime de la violence, c'est l'État. S'ensuit un long débat, parfois fâcheux, avec l'un des avocats de la défense qui voulait que le professeur confirme avec les crimes du 15 octobre s'ils sont légaux. Nous, on lit beaucoup, il n'est pas le seul intellectuel. Il a dit des choses graves qu'il n'ose pas répéter ici. On lui a rappelé ça. Comment un intellectuel se disant professeur peut dire que l'État a le monopole de la violence légale et légitime? C'est pour dire que les crimes d'État sont des crimes acceptables. Ces témoins intéressants-là ont permis pour nous d'avoir une idée générale mais très claire du contexte qui existait avant le 15 octobre
et du fait que tous les accusés passés, aucun ne pouvait donc ignorer ce contexte-là. Et le deuxième élément important, c'est que le coup d'État du 15 octobre 87 n'était pas une action spontanée. Basile Guissou a confié à la Cour que le premier gouvernement du Burkina Faso a été composé par Félix Houphouët-Boigny et un Français. Thomas Sankara voulait mettre fin à tous ces dictats et ses intermédiaires pour gérer mieux son pays, ce qui n'enchantait pas certaines personnes. L'audience se poursuit demain avec le témoin Jean-Marc Palme, le président du Haut Conseil du dialogue social. Nous prenons maintenant la direction de Bobo Dioulasso dans l'arrondissement 7 de la ville. Herman Sirima, après sa sortie de prison, a repris son fauteuil de maire, chose qui divise les habitants du quartier de Belleville. Après la sortie le 5 novembre dernier d'un groupe d'habitants pour dire non à sa réinstallation, un autre groupe était également face à la presse pour cette fois-ci applaudir le retour du maire Herman Sirima. Selon ce deuxième groupe d'habitants, ce retour a été fait conformément au texte administratif en vigueur. Magid Pakouan. C'est à travers cette conférence de presse à l'allure d'un meeting que ces populations réunies en collectif d'associations affirment leur soutien au maire Herman Sirima. Le 5 novembre dernier, des personnes ont envahi les locaux de la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso pour protester contre le retour du maire dans ses fonctions. Cette sortie médiatique fait suite à ces manifestations. Ces populations qui se réclament être les vrais résidents de la zone non-lotie de Belleville se démarquent de ceux qui s'opposent au retour du maire Sirima. Puisque tout ce qui se trame, tout ce qui se passe actuellement au niveau de Belleville, les gens de Belleville ne sont pas informés. Les gens de Belleville ne sont pas dedans. C'est-à-dire que c'est toute une petite délégation qui se sont montés, aller chercher des appuis dans d'autres arrondissements, comme l'arrondissement numéro 4, l'arrondissement numéro 5, pour venir vraiment faire du n'importe quoi dans notre arrondissement. Des individus qui s'apprennent au maire et au conseil, dire qu'ils ne peuvent pas travailler dans la mairie, vraiment, on leur demande de la retenue. Sans quoi, la population aujourd'hui qui est là ne les reconnaissent pas et que nous sommes prêts à accompagner notre maire et que la mairie nous appartient, il travaillera dans cette mairie. Selon les conférenciers, ceux qui s'opposent au retour du maire de l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso veulent remettre en cause le travail de la justice. La justice est là, la justice a fait son travail et nous croyons en cette justice. Aujourd'hui, si le maire a eu une liberté provisoire, donc ça prouve qu'il n'a pas dit tout ce qu'on disait sur lui n'a pas été prouvé. Donc, il peut venir dans sa mairie pour travailler. Ces populations invitent les autorités à prendre toutes les dispositions pour éviter que le climat social ne se détériore dans l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso. Le guide de procédure disciplinaire des magistrats, ce document essentiel qui contient l'ensemble des procédures à suivre en cas de manquement, est en phase de vulgarisation au Burkina Faso. Réuni à Dédougou, le Conseil supérieur de la magistrature, en collaboration avec le PNUD, outille les magistrats de la Cour d'appel de Bobo Dioulasso sur le contenu de ce document. Après Dédougou, 2 autres sessions de formation sont attendues à Manga et à Tenkodougou. Abdou Aziz Sari. Contrairement aux médecins et aux géomètres qui peuvent être poursuivis en cas de manquement déontologique dans l'exercice de leurs fonctions, aucun texte ne régit jusque-là les sanctions qu'encourent les magistrats en cas de dérive. C'est ce que le Conseil supérieur de la magistrature veut changer en élaborant un guide de procédure disciplinaire des magistrats. Ce document fait l'objet de vulgarisation ici à Dédougou. Le guide de procédure disciplinaire est un document essentiel qui contient l'ensemble de la procédure qui doit être mise en œuvre lorsque des manquements déontologiques sont constatés et lorsque ces manquements sont reprochés à un collègue, à un magistrat. Ce guide-là contient l'ensemble du déroulé de la procédure. Donc il est important que les uns et les autres soient informés de ce document, du contenu de ce document, et pour pouvoir effectivement user de leurs droits au cas où. Cet atelier de vulgarisation du guide disciplinaire va concerner toutes les 3 cours d'appel du Burkina.
Bon, ces 3 jours d'atelier concernent les magistrats qui relèvent de la cour d'appel de Bobo. C'est la première activité de formation d'une série de 3. Vous savez qu'au Burkina, nous avons 3 cours d'appel et nous comptons renouveler l'expérience dans chacune des 3 cours d'appel, en commençant par la cour d'appel de Bobo. Et c'est ces 3 jours de formation qui commencent aujourd'hui. L'édition du guide de procédure disciplinaire et sa vulgarisation bénéficient du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Un appui qui s'inscrit dans le cadre de son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, COSED. Et l'ONG Plan Burkina, qui réunit ses partenaires à Kaya dans le centre nord, objectif est le bilan de son projet élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida lancé depuis 2019. Le projet, qui est à sa 3e phase, vise à lutter contre le VIH-Sida et améliorer la santé des populations des régions du centre nord et du centre est. Ce cadre d'échange doit donc permettre de présenter les acquis et les défis afin d'améliorer la mise en œuvre efficace des activités à venir. Amadou Diko, Roméo Kuita. C'est une rencontre de bilan annuel du projet élimination de la transmission mère-enfant du VIH lancé depuis 2019 au profit des populations des régions du centre-nord et du centre-est. L'ONG Plan Burkina, initiatrice du projet, réunit ici ses partenaires afin de présenter les acquis du projet et les défis à relever en vue d'améliorer la mise en œuvre efficace et efficiente des activités à venir. Nous avons invité les différents acteurs engagés dans la mise en œuvre du projet ITME pour faire le bilan des conventions que nous avons établies avec ces différents partenaires, mais aussi présenter les différents indicateurs clés du projet et enfin tirer les leçons sur les pratiques que nous avons eu à implémenter sur le terrain et enfin élaborer ensemble les solutions réalistes et réalisables pour en tout cas lancer s'il y a d'autres projets pour qu'ils se battent là-dessus et qu'il y ait une plus grande pérennisation du projet. La mise en œuvre du projet ITME a permis de réaliser de nombreuses activités de sensibilisation sur les risques liés au VIH. Les principales activités qui ont été développées sont des activités de renforcement des capacités de ces membres des écoles de Marie sur des petites actions faisables en matière d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Il y a également des activités de jeux radiophoniques sur ITME, des émissions radiophoniques également sur ITME et des activités de sensibilisation et de causeries éducatives développées par les membres des écoles de Marie et au niveau des différents, dans les 2 districts, Boussouma et Pikaya. Plan Burkina note un bilan satisfaisant du projet malgré les difficultés du fait de l'insécurité qui prévaut dans la région du centre-nord. Des difficultés qui freinent la mise en œuvre efficace dans certaines localités. Il y a des services de santé qui sont fermés. Et cela veut dire que les activités de ITME ne sont pas menées dans tous les services plutôt. Voilà. Et aussi, il y a le transport des DBS, puisqu'il y a des examens à faire. Ça aussi, souvent, il y a une petite difficulté liée à ça. Bon, mais je pense que ça sera résolu puisque les intervenants se sont assis et puis ils ont trouvé des solutions par rapport à ça. Le projet élimination de la transmission mère-enfant du VIH touche principalement 2 régions, à savoir le centre-nord et le centre-est. La 3e phase, lancée en 2021, est prévue s'étendre jusqu'en décembre prochain. Vous venez plutôt de suivre là un reportage de Amadou Diko et de Alexis Belemnaba. Dans la suite de ce journal, les rideaux sont tombés sur la 17e édition de la Semaine du numérique avec la Nuit d'éthique, la dernière activité de cette édition 2021. Le ministère en charge de l'économie numérique a, au cours de cette cérémonie, rendu hommage aux pionniers du domaine. La jeune génération était également à l'honneur à travers les jeux concours officiels de la Semaine du numérique et des prix concours génétiques. Le film de la cérémonie en son et en image avec Majid Bakwa. Les rideaux sont tombés sur la 17e édition de la Semaine du numérique à travers cette soirée des lauréats. Une soirée au cours de laquelle les candidats qui se sont illustrés dans les compétitions digitales
ont vu leur esprit de créativité récompensé. Sur 98 œuvres, 69 ont été retenues pour les compétitions dans 3 catégories, des prix d'honneur, des prix des concours officiels et des prix des concours génie antique ont été décernés. Des prix qui vont de 200 000 à 3 millions de francs CFA. Refermons nos portes avec une grande satisfaction. Cette édition a tenu ses promesses. Il y a eu des sessions de formation grand public. Ici à Bobo-Dioulasso, on attendait 2000 apprenants. Nous sommes allés au-delà, autour de 3000. Et les espaces jeux pour enfants, qui est un premier contact, un espace de premier contact pour les enfants. Vous avez vu, ça a été pris d'assaut et les différents échanges au niveau des panels. Et comme c'était en format hybride, nous avons eu la participation d'éminents experts, ce qui nous a permis donc de collecter un ensemble de bonnes pratiques que nous allons suffisamment documenter et planifier leur exploitation. Cette soirée des lauréats a pour objectif de stimuler la créativité et l'innovation dans le domaine du numérique au Burkina Faso. Ce soir, ces lauréats ont été récompensés pour saluer leur innovation, mais surtout pour stimuler davantage leur innovation et permettre donc à ce que nous encourageons en tout cas l'excellence. Et ce qui a été fait, nous profitons en fait de ce cadre pour leur donner des moyens, surtout les jeunes innovateurs, pour les amener à peaufiner leurs produits. Et nous allons les suivre. Il y a des structures d'encadrement, nous avons des incubateurs, nous allons les suivre. Et les budgets donc qu'on leur donne, c'est pour encore leur permettre de peaufiner ce qu'ils ont commencé. Les résultats de cette édition témoignent de l'intérêt de la jeunesse pour le numérique, souligne Adja Fatimata Ouattara. Et selon le ministre, le processus de digitalisation est en marche au Burkina Faso. La vie est trop courte, il ne faut donc pas passer son temps à faire ce qu'on n'aime pas vraiment. Voilà l'état d'esprit dans lequel se trouve Damien Daomekpo, jeune passionné de l'art. Il a abandonné ses études en 2e année de comptabilité pour d'abord faire ses premiers pas dans le graphisme, pour ensuite se retrouver dans la photographie. Autodidacte, aujourd'hui, il fait partie de la jeune génération de Burkinabés qui se distingue par leur qualité du travail et leur sens élevé de la créativité. Les clients de Damien, vous allez le voir, sont plus que satisfaits de ses prestations. Nos confrères du studio Yafa sont allés à la rencontre de ce jeune photographe qui rêve plus tard de faire des shootings pour des personnalités à l'international. J'étais en 2e année de comptabilité quand j'ai lâché les études. Je voulais rentrer dans le domaine de l'art. J'ai commencé par le graphisme et aujourd'hui je suis à la photographie. J'aime l'image, j'aime le côté, les couleurs. Et à travers la photographie, tu peux faire le mélange de tous ces éléments pour créer une image vraiment époustouflante. La séance, ça va prendre au moins 1 heure pour qu'on fasse cette séance-là, parce qu'on va faire plusieurs captures et sélectionner les meilleures photos. Et maintenant, les photos qui sont retenues, on va les traiter dans notre logiciel de retouche photo. Et c'est là qu'on a enfin le résultat final. Il y a les clients qui viennent spécialement pour leurs anniversaires, et des gens qui voudraient immortaliser leur moment avec leurs proches, maman, papa, grand frère et tout. Damien, c'est un photographe auquel j'ai recours pour mes séances de photo. Je l'ai connu dès ses débuts. C'est quelqu'un qui a commencé la photo il n'y a pas si longtemps, mais quand on regarde déjà le niveau de professionnalisme qu'il a atteint, l'esprit de créativité, d'inventivité, en tout cas, dont il fait montre dans l'exercice de son métier, ça force vraiment l'admiration. À chaque fois que j'utilise une photo qu'il m'a faite, en tout cas, je reçois des éloges et donc c'est vraiment quelqu'un qui fait vraiment du très bon boulot, d'autant plus que je sais qu'il est autodidacte, donc il n'a pas appris ça à l'école. Donc c'est vraiment un trait de caractère qui force vraiment l'admiration. Les gens ne comprennent pas le travail qui se trouve derrière. Ils se disent que bon, c'est juste pour prendre l'appareil, photographier comme ils le font avec les téléphones, mais c'est pas ça.
il y a du travail qui se trouve derrière et retoucher les photos, c'est un truc qui prend vraiment beaucoup de temps. Ça fait qu'on est obligé des fois de casser les prix pour qu'on puisse avoir au moins un peu de clients avec lesquels travailler. Pour faire un métier, il faut faire ce qui vous passionne et non faire ce qui rapporte de l'argent ou ce que les autres font. Parce que la vie est très courte. On ne va pas passer tout notre temps à faire quelque chose qu'on n'aime pas et ne pas profiter de la vie comme il le faut. Mes projets pour l'avenir, c'est déjà d'avoir les matériels qu'il faut et de voyager à l'extérieur pour shooter les grandes personnalités. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 18 novembre 2021. Merci de m'avoir reçu chez vous. Je vous retrouve demain, Dieu voulant, pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.